Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'hybristophilie, qui est le fait d'avoir une attirance envers les criminels. Donc c'est de l'ordre des paraphilies, ce n'est pas juste une petite curiosité ou un mini intérêt pour les criminels, il s'agit réellement de quelque chose d'assez prégnant dans la vie de l'individu et qui peut être assez délétère pour lui et son entourage. Donc si je fais cette vidéo, c'est que j'ai vu pas mal de personnes aborder ce sujet sur YouTube sans nécessairement utiliser ce terme, puisque sans aller jusqu'à l'hybristophilie, il y a tout de même une sorte d'intérêt général pour les criminels, pour la criminologie. Et donc encore une fois, le normal et le pathologique sont un spectre qui est assez flou, et la limite entre une sorte de curiosité assez poussée et réellement l'hybristophilie n'est pas nécessairement définie à un point précis. C'est ça qui rend la chose un petit peu plus compliquée mais également passionnante. Et donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo puisqu'il y a notamment des réponses à certaines vidéos que j'ai vues que j'aimerais apporter, du moins ce ne sont pas des réponses objectives mais plus des théories personnelles, des réflexions personnelles. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous mettrai le plan de la vidéo et c'est parti. Une attirance généralisée envers les criminels, est-ce le résultat d'une inversion des valeurs ? Donc j'ai cité ce premier point tout simplement puisque j'ai vu la vidéo du doc qui concerne le sujet de l'hybristophilie et de l'attirance en général pour les criminels. Et il propose une explication pour le fait que selon lui, dernièrement, eh bien, ce phénomène est beaucoup plus important qu'avant, en tout cas beaucoup plus visible qu'avant, et il propose le fait qu'il s'agit du résultat d'une inversion des valeurs. Et selon lui, cette inversion des valeurs aurait amené à un phénomène qui nous pousse à avoir une forme d'attirance pour les criminels. Donc je vais mettre sa vidéo comme ça, ses propos ne seront pas déformés. Je mettrai sa vidéo en barre d'informations et je vais répondre à sa proposition. Bien sûr, les individus qui ont posté des messages visant à minimiser les crimes de Jeffrey Dahmer ne sont pas tous atteints de cette déviance. En réalité, c'est le résultat d'un des maux de notre époque qui est l'inversion des valeurs et le relativisme constant. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'individus pour qui les notions de bien et de mal ne sont pas complètement claires. Il y a également une volonté de systématiquement placer le criminel comme étant une victime et la victime comme étant limite le responsable de l'agression qu'il a subie. Cette inversion des valeurs, ce n'est pas moi qui l'ai théorisée, puisqu'on la retrouve déjà chez Nietzsche dans Généalogie de la morale. Et je vais vous citer un passage qui est malheureusement d'une actualité brûlante. Je cite Nietzsche. « L'auteur du méfait n'est plus proscrit et expulsé. La colère générale n'est plus autorisée à se déchaîner contre lui de manière aussi effrénée qu'auparavant. Désormais, au contraire, le tout défend et protège soigneusement l'auteur du méfait contre cette colère, tout spécialement contre celle des parties immédiatement lésées. Et surtout, la volonté qui se dessine de manière de plus en plus déterminée est de considérer toute transgression comme susceptible d'être acquittée, en un certain sens, de séparer le criminel de son acte. » Alors pour répondre à la proposition du doc de l'inversion des valeurs et du fait que selon lui la victime peut être considérée comme coupable et le coupable considéré comme victime, j'ai l'impression qu'il y a deux courants contraires pour répondre à cela, puisque j'ai à la fois identifié le fait que le clivage entre victime et agresseur est de plus en plus marqué pour certains cas, notamment pour le cas des viols, attouchements sexuels ou autres. L'on peut voir avant qu'il y avait ce que l'on appelle maintenant en sociologie la culture du viol, c'est-à-dire une culpabilisation de la victime, alors que désormais la victime est réellement considérée à 100% comme une victime et l'agresseur à 100% comme l'agresseur, alors qu'avant le ratio était plus contestable, c'est-à-dire que la victime était à la fois victime mais à la fois avait une forme de responsabilité, et l'agresseur de même avait une part de responsabilité et était à la fois en quelque sorte victime de ses désirs, de la provocation qui lui avait été faite. Donc avant il s'agissait d'un phénomène plus nuancé, et désormais le clivage est beaucoup plus marqué, donc on pourrait se dire qu'il ne s'agit pas réellement d'une inversion des valeurs dans ce cas, mais plus d'une affirmation des valeurs et du statut de victime et d'agresseur. Et donc je vais vous mettre à l'écran une vidéo des archives de l'INA qui traite ce sujet, et je pense qu'il est très intéressant d'ailleurs de voir souvent des vidéos d'archives pour essayer de comprendre l'évolution assez rapide des mœurs, surtout sur ce type de sujet, donc je pense que ce sera assez explicite.
Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo que je mettrai en barre d'informations. Je n'ai pas pu la diffuser pour des raisons de droit d'auteur. Elle a été filmée dans les années 70 et globalement les propos qui reviennent, c'est qu'une femme qui se fait violer était nécessairement consentante, que c'était une question d'aguichage des hommes, mais également qu'une femme mariée ne peut pas être violée. Donc là, je pense que l'on voit de manière assez visible le clivage qui a évolué désormais entre la victime et l'agresseur, alors qu'avant il s'agissait d'un clivage beaucoup plus flou. Mais pour lui donner raison sur un point, il y a à la fois un courant peut-être contraire, même si je pense qu'ils sont tous les deux compatibles, mais d'euphémisation des crimes. Et c'est-à-dire que une fois qu'un individu réalise un crime, eh bien l'on va aller voir dans son passé, dans son contexte de vie, etc. Est-ce qu'il ne vient pas d'une classe sociale pauvre? Est-ce qu'il n'est pas déraciné? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Pour essayer d'euphémiser son acte. Je ne sais pas si c'est un acte volontaire d'euphémisation, mais en tout cas le résultat est une euphémisation de son acte. Sachant que selon moi, tout ceci n'a pas trop de sens de vouloir euphémiser les actes des individus en prenant en compte leur passé, étant donné que selon moi, la responsabilité n'est pas quelque chose à lier au passé de l'individu. À la limite, elle peut être liée à des contraintes présentes qui font que l'individu n'est pas fondamentalement un danger pour la suite de son existence, puisqu'il a été contraint dans le présent, mais s'il s'agit du résultat de son passé, il s'agit juste de son déterminisme social, déterminisme biologique ou autre, et bien dans ce cas, pourquoi la responsabilité devrait être reliée à ça alors que la responsabilité n'a pas d'ancrage objectif si l'on est dans un point de vue déterministe, puisque le point de vue déterministe, nous sommes juste le résultat de notre biologie, de notre classe sociale, de toutes les suites de causalité qui nous précèdent. La responsabilité a été rajoutée a posteriori pour qu'une société fonctionne, pour qu'un vivre ensemble soit possible, en faisant que chacun doit répondre de ses actes, ce qui fait une cohérence globale et un environnement déterministe qui est favorable au fonctionnement d'une société, alors que là, ces individus lient à la fois le déterminisme, mais pas total, et je n'aime pas quand ce n'est pas radical, un déterminisme pas total, avec une responsabilité qui existe quand même, donc je trouve ça un peu étrange, puisque en plus, même lorsque l'on prend en compte les déterminismes passés, dans leur logique, il y a des déterminismes qui comptent plus que d'autres. C'est-à-dire qu'un individu qui va agresser un autre individu puisqu'il était lui-même agressé par le passé, par ses parents, là, on va dire qu'il y a une sorte d'émotion collective qui a envie d'avoir pitié de cet individu, alors que s'il s'agit d'un individu qui agresse une personne, puisque son déterminisme biologique fait qu'il ressent très peu d'émotions et qu'il a très peu de scrupules à le faire, il s'agit aussi d'un déterminisme, mais là il va recevoir la haine des foules, puisque ce n'est pas le même déterminisme, alors que la logique est la même. Si l'on prend en compte le déterminisme de l'individu, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, puisque la responsabilité est quelque chose de décorrélé, et quelque chose qui est rajouté, qui n'a pas d'ancrage, comme je disais, objectif, qui est juste là pour faire fonctionner une société. Puisque la priorité est d'avoir une société sécuritaire, la notion de responsabilité est rajoutée, et donc l'individu répond de ses actes, et s'il est un danger potentiel, il ira en prison, et dans ce cas, il n'y a pas à prendre en compte son passé, puisque s'il a été frappé dans son passé, eh bien c'est bien triste pour lui, mais il n'en demeure pas moins un danger pour les autres. Même si lui-même a été une victime, il est tout de même un danger pour les autres. Je comprends que dans d'autres visions métaphysiques, la notion de responsabilité n'est pas la même place, mais si l'on ramène l'argument du déterminisme, autant aller jusqu'au bout du déterminisme et du matérialisme, jusqu'au bout de cette pensée, et le bout du bout de cette pensée, c'est le fait que la notion de responsabilité n'a pas d'ancrage objectif, et que cette notion est rajoutée pour qu'une société fonctionne, et donc qu'elle n'a aucune obligation d'être reliée au passé de l'individu. Donc pour répondre au doc, je dirais que c'est plus compliqué que ça, je ne dirais pas qu'il s'agit juste d'une inversion des valeurs, bien que je déteste que l'on me dise que c'est plus compliqué que ça, parce que oui c'est plus compliqué que ça, mais nous faisons des vidéos assez courtes et nous n'allons pas aller dans le détail des détails, mais je vais quand même répondre que c'est plus compliqué que ça, et que à la fois il y a une notion de clivage d'un côté victime et agresseur, mais de l'autre côté l'agresseur est plutôt euphémisé dans ses actes, plutôt ses actes sont euphémisés. Mais au-delà de l'inversion des valeurs, j'ai l'impression que l'hybristophilie ou des tendances à l'hybristophilie ont existé de tout temps, puisqu'il s'agit de ressorts humains qui sont communs à toute culture, toute époque, et c'est ce que l'on va essayer de voir dans la suite de cette vidéo.
Désormais, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui est sur l'histoire de l'hybristophilie. Hybristophilie qui est basée sur, selon moi, des ressorts communs de tout temps, de toute époque et de toute culture. Donc déjà le terme d'hybristophilie est apparu dans les années 80 par le psychologue John Money, mais ce terme déjà remonte à un ancien terme qui est encore utilisé mais qui ne définit pas la même chose, qui est l'enclitophilie, qui était utilisé dans les années 40 par Yvon Samuel dans son livre Les amoureux des criminels, qui cette fois-ci désigne des hommes qui sont attirés par des femmes criminelles, ou du moins toute personne attirée par des femmes criminelles, alors que l'hybristophilie désigne plus spécifiquement normalement des femmes qui sont attirées par des hommes criminels, même si désormais ce terme est utilisé de manière assez générale. Donc pour décrire l'hybristophilie au mieux, je me suis basée sur plusieurs publications, et notamment celle du docteur en criminologie, Monsieur Ben Simon, qui a réalisé la publication Un phénomène tabou en milieu carcéral, l'hybristophilie ou les relations amoureuses entre détenus et membres du personnel. Étant donné que ce sont les relations les plus courantes, puisque au-delà de l'hybristophilie en tant que, on va dire, fantasme, admiration pour les criminels, là il s'agit de personnes qui vivent quotidiennement avec les criminels, donc le danger, le risque d'avoir ce type de relation est beaucoup plus élevé qu'une personne qui serait obligée de faire la démarche d'aller vers les criminels. Donc l'hybristophilie vient du grec hybridzén, qui est le fait de commettre un outrage contre autrui, et philène, qui est le verbe aimer. Et donc il s'agit de femmes qui sont attirées envers des hommes qui ont réalisé des crimes allant du vol jusqu'au meurtre en série. Il identifie deux types d'hybristophilie. Il y a déjà l'hybristophilie passive, qui est le fait d'être attiré romantiquement et ou charnellement envers des criminels, et en général ce sont des femmes qui sont attirées par eux car ils bousculent l'ordre établi. Et cela peut réaliser des véritables fan clubs, puisque ce sont le type de femmes qui vont commencer à lui envoyer des lettres vraiment d'amour, de déclaration. C'est pour ça qu'on en arrive à de véritables fan clubs dès que le crime est de plus en plus extrême et qu'il s'agit d'un jeune homme assez beau. On va dire que c'est un point qui est peu mis en avant dans les études sur l'hybristophilie, mais je pense que le point de la beauté est quand même très important chez les criminels pour qu'il y ait cette hybristophilie qui soit qui soit déclenchée, même si peut-être que pour eux c'est tellement une évidence qu'ils ne le précisent pas, mais un criminel qui est vraiment laid, je pense qu'il n'aurait clairement pas le même succès. Nous avons notamment Anders Breivik qui a réalisé 77 meurtres et qui recevait chaque année environ 800 lettres, donc il s'agit réellement d'un record. Et personnellement ça me dégoûte un peu, puisque je me dis qu'il y a tant de personnes dans le monde qui sont esselées, qui sont réellement totalement en détresse sociale, notamment des personnes âgées, et qui rêveraient de recevoir des lettres, et là il y a des criminels qui ont tué des dizaines de personnes qui en reçoivent autant en un an. Ce type d'hybristophilie relève plutôt du sauvetage, c'est-à-dire que la femme va essayer de lui donner tout ce qu'il n'a pas reçu durant son enfance, puisque en général ils n'ont pas eu de super enfance, ou du moins il y a de grosses carences affectives, et donc ces femmes vont essayer de combler, un peu comme dans le syndrome de l'infirmière poussé à l'extrême, essayer de combler tous ces manques qui se ressentent chez ces personnes, mais paradoxalement il y a aussi une forme de contrôle, c'est-à-dire que si notamment le criminel est déjà en prison, eh bien elles vont avoir l'impression d'avoir le contrôle sur quelqu'un qui autrefois était incontrôlable. Et ensuite il y a l'hybristophilie agressive, donc là ce n'est pas du tout le même type d'hybristophilie, puisqu'elle est beaucoup plus dangereuse, étant donné qu'il s'agit de duo infernal, un duo fondamentalement toxique, puisqu'il peut s'agir de deux individus qui vont agir ensemble pour réaliser des crimes, avec l'homme qui souvent, on va dire, est un petit peu le meneur dans l'histoire, et la femme qui va le suivre, mais ça peut être aussi, une fois que l'homme est déjà en prison, et qu'il souffle, on va dire, à la femme des crimes à faire, et que la femme commence à commettre des crimes dans son entourage, notamment d'abus sexuels par exemple. Donc je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle femme qui va commencer à faire ça, il s'agit en général de femmes déjà très fragiles psychologiquement. Je me suis alors demandé quels étaient les points communs entre toutes les personnes atteintes d'hybristophilie pour essayer d'atteindre une sorte d'essence commune, et donc pour ce faire je me base sur le livre du docteur Samuel Les amoureux des criminels, qui est sur l'enclitophilie, qui date de 1939, et le traité de criminalistique du docteur Locard, qui date des années 40. Premièrement, ils ont identifié la notion de notoriété, c'est-à-dire que c'est vraiment un facteur supplémentaire
à l'attirance envers les criminels, c'est le fait qu'ils soient célèbres, et c'est là que l'on voit le rôle joué par les médias dans leur célébrité et la manière dont ils sont présentés, puisque cela les rend beaucoup plus attirants pour les personnes qui peuvent avoir un petit peu des biais hybristophiles, même si cela ne se dit pas, je le dis quand même puisque c'est très pratique. Ensuite, ils mettent en avant la fausse charité, puisqu'ils disent que ce sont des personnes qui ont fondamentalement une impression d'être justes et d'avoir des envies d'aide, alors qu'en réalité, selon eux, il s'agit plus d'une notion d'orgueil, d'une image flatteuse d'eux-mêmes à aider la personne miséreuse, à aider la personne qui est plus bas que terre. Et donc, c'est pour ça qu'ils appellent cela la fausse charité, même si selon moi, c'est un petit peu difficile de juger une vraie charité d'une fausse charité. Mais bon, passons. Ensuite, ils mettent en avant l'aspect domination-soumission, car ce sont des personnes qui souvent recherchent dans les relations un aspect très dominant ou soumis, ou les deux, et aussi dans les relations sexuelles, quelque chose de vraiment sadomasochiste, et c'est pour cela qu'ils vont retrouver, ou ils ont l'impression qu'ils vont retrouver cela chez les criminels. Et donc selon Yvon Samuel, il s'agit d'une exagération des fantasmes de la femme, c'est-à-dire que naturellement la femme va plutôt être attirée par des hommes dominants, par des hommes qui bouleversent un petit peu l'ordre établi, et que là il s'agit réellement de quelque chose poussé à l'extrême, et on pourrait un petit peu rapprocher ça de la triade noire qui est plus attirante, mais là c'est réellement poussé à l'extrême vu qu'elles sont attirées par des criminels. Puisqu'on pourrait un petit peu rapprocher ça du fantasme d'être la femme qui va se civiliser, qui rencontre un homme qui n'a pas les codes, qui est en quelque sorte un peu sauvage, que l'on peut voir dans certains contes, et d'être celle qui va le changer, d'être celle qui va l'assagir. Et Yvon Samuel a réalisé une sorte de portrait typique de la femme qui peut être attirée par des criminels. Il s'agit d'une femme plutôt d'une classe sociale aisée, qui croit en la miséricorde divine, et il s'agit selon lui également de personnes qui ont vécu des traumatismes étant enfants, et ça c'est quelque chose que l'on voit tout le temps en psychologie, c'est-à-dire des personnes qui ont été maltraitées, qui ont eu des abus dans l'enfance, qui vont constamment se remettre dans des schémas de vie qui les remettent dans les mêmes situations traumatiques. Et d'ailleurs je vais vous mettre à l'écran une image tirée d'une conférence qui est vraiment bien, que je mettrai en barre d'informations sur tout ce qui est stress post-traumatique, et qui parle notamment de la maltraitance dans l'enfance et des répercussions que cela peut avoir ensuite, et des corrélations positives avec tous les maux de la société littéralement. Donc je trouve ça vraiment très important d'être sensibilisé à ce sujet. C'est pour ça que j'ai l'impression que les ressorts qui poussent certains individus à être attirés par des criminels ont toujours existé, puisque les traits que j'ai cités sont plutôt communs à toute époque, tout lieu et toute culture. Donc c'est pour cela que je vais venir à la troisième partie. J'ai alors réfléchi à la question de pourquoi ce phénomène semblait alors si présent de nos jours, ce phénomène d'attirance envers les criminels, puisque je suis assez d'accord sur ce point-là avec le doc, j'ai l'impression, mais il ne s'agit que d'une impression à vérifier, à infirmer ou à vérifier. Donc j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est plus présent de nos jours. Je ne parle pas de l'hybristophilie qui est réellement, on va dire, une pathologie, mais je parle plus de cet attrait général pour les criminels, et du moins cette normalisation en quelque sorte de leur personnalité dans les films, dans les séries, dans les vidéos YouTube ou sur TikTok ou sur plein de réseaux sociaux. Et donc c'est pour cela que j'ai fait toute une partie sur les films et toute la culture populaire en général et la place des criminels dans cette culture. Avant de commencer cette partie très intéressante, je voulais glisser une petite idée qui est l'abolition de la peine de mort. Je pense que ça a joué dans l'augmentation de la visibilité de l'hybristophilie et de l'attirance générale envers les criminels, puisque après certaines vagues d'abolition, notamment au XXe siècle, puisque la dernière exécution en France a eu lieu en 1977, et je crois que l'abolition de la peine de mort en 81, donc c'est assez récent au final, mais il y a des pays qui ont commencé l'abolition de la peine de mort bien avant, mais en tout cas je pense que toute cette abolition de la peine de mort a pu amplifier la visibilité du phénomène, étant donné que les criminels étaient alors à la fois célèbres, à la fois avaient commis des crimes assez impressionnants, et à la fois étaient disponibles. On pouvait leur envoyer des lettres, avoir des conversations épistolaires avec eux. Et donc justement ce qui est mis en avant notamment dans l'hybristophilie passive, c'est tout cet aspect épistolaire, tous ces échanges de lettres qu'il peut y avoir en prison.
Ces conversations épistolaires ne sont possibles que parce qu'il garde les criminels en prison, puisqu'avant il ne s'encombrait pas, on va dire, des criminels, et donc ces conversations n'étaient pas possibles, et donc les traces de libristophilie n'étaient pas possibles, même si je me suis dit peut-être qu'avant elles allaient voir leur tombe, s'ils avaient une tombe, je ne sais pas, j'essaie de réfléchir à toutes les possibilités. Dites-moi si selon vous c'est aussi une explication crédible à la prédominance et la prépondérance aujourd'hui de ce phénomène de société. Et donc je passe à la suite et à la partie plus sur les films et les réseaux sociaux. Désormais nous allons passer au traitement médiatique et un phénomène qui fait selon moi le principal élément qui augmente le phénomène d'hybristophilie et du moins de tendance à l'hybristophilie aujourd'hui, qui est l'ambivalence derrière les tueurs en série. Et c'est d'ailleurs ce que cite le doc en prenant une citation de Nietzsche. Je suis totalement d'accord sur ce point, je ne sais pas si cela nous rend plus humains ou si au contraire cela nous dessert ou si c'est les deux à la fois, ce qui est fortement possible. Mais je me suis basée sur une thèse que j'ai lue récemment, qui est en anglais mais je vais vous la traduire en français pour éviter mon accent terrible. Extrêmement insensible, trop trompeur et dangereux, explorer les implications de la romantisation des tueurs en série dans les films. Donc c'est une thèse de Kennedy, de Madame Strutz, on va dire que c'est ça. Et donc si l'on revient en arrière et que l'on essaie de trouver le premier film concernant les tueurs en série, il s'agit d'un film de 1909 qui a été réalisé au Portugal et qui se nomme Os Crimes de Diogo Alves. Donc il s'agit d'un film qui pour le coup ne met pas spécialement en avant l'ambivalence des individus, mais vraiment purement et simplement les actes commis. Je vais vous mettre un extrait, le film est sans son, donc je ne vais pas vous rajouter de son pour que vous ayez l'expérience qui ne soit pas altérée, et je vous retrouve après. Mais alors pourquoi sommes-nous si fascinés par les tueurs en série? L'une des explications possibles serait une forme de transgression qu'il va réaliser à notre place. Nous intériorisons des principes qui sont interdits par la morale et cet individu va les transgresser à notre place. Donc cela fait un aspect assez exutoire. Un autre cas possible, même si j'ai l'impression qu'il est surtout présent chez les hybristophiles, même si ce terme n'existait pas, ne l'utilisez pas, mais il est juste très utile, donc je préfère l'utiliser, mais il n'existe pas, c'est le fait de vouloir calmer ce criminel. Des jeunes femmes qui vont s'emmouracher, entre gros guillemets, puisque selon moi ce n'est pas ça l'amour, mais s'emmouracher de ces criminels, et qui vont avoir l'impression de pouvoir les changer, qui vont changer pour elles, même si certaines peuvent avoir parfois le fantasme d'être battues ou d'être violées. Il s'agit bien évidemment de fantasmes, donc ce n'est pas ce qu'elles ont forcément réellement envie d'avoir, mais elles peuvent avoir ce fantasme, en tout cas c'est quelque chose qui est parfois relevé. Et bien la plupart ont tout de même cette envie de le changer, de le calmer et qui change pour elles, et d'ailleurs c'est ce que l'on voit dans plein de livres, de films, c'est-à-dire un peu le mauvais garçon sans nécessairement aller jusqu'au criminel, mais qui va changer par amour pour une fille. Une autre raison de cette attirance est cette fameuse ambivalence. Et pour ceci, je vais citer Ramsland en 2019 qui dit un beau jeune homme articulé qui pouvait parfois être doux et attentionné. Donc on peut voir qu'il s'agit à la fois d'un criminel, mais parfois il peut aussi être doux, gentil, amoureux, il peut être plein de nuances tout simplement parce qu'il s'agit d'un humain, donc cela ne paraît pas spécialement fou, mais le fait de le mettre en scène eh bien, va amplifier cette attirance pour cet individu qui est si ambivalent. Et donc l'autrice met en avant une question, est-ce que Hollywood devrait porter la responsabilité de cette création de désir, d'attirance envers les criminels? Et elle va prendre pour exemple le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile en 2019, qui a choisi Zac Efron pour jouer Ted Bundy. Et ce choix pose quand même question, étant donné que Zac Efron est tout de même un sex symbole pour les millennials. Il s'agit d'un individu ayant joué un certain temps dans Disney Channel, donc il a une image associée à lui assez innocente, et cela amplifie vraiment cette ambivalence entre l'image que un certain nombre de personnes ont gardée de lui, de ce jeune homme si innocent, et à la fois le criminel dans le film qu'il a fait en 2019, où il joue Ted Bundy. Et je vais aussi citer Standen en 2020. Une exposition régulière à la violence signifie qu'elle est moins susceptible de provoquer une réaction émotionnelle. Les gens peuvent devenir désinhibés.
ce qui signifie que nous sommes plus susceptibles de voir la brutalité comme une réponse raisonnable. Donc il sous-entend que plus nous allons voir de la violence dans les films, les vidéos et autres, plus la violence va devenir quelque chose de normalisé. Je ne suis pas spécialement d'accord avec lui puisque j'ai l'impression qu'au contraire parfois la violence dans les films peut peut-être jouer ce rôle cathartique et peut-être même éviter des passages à l'acte, un peu dans une vision freudienne. Si l'on le vit dans des rêves, eh bien nous n'allons pas passer à l'acte dans la vie de tous les jours, et bien là peut-être pareil, si l'on le voit dans les films, peut-être que nous ne passerons pas à l'acte dans la vie de tous les jours. Donc je pense que parfois peut-être que ça peut avoir l'effet inverse, mais un abus de films de ce genre, oui peut-être qu'il y aura une normalisation. Et je vais faire un dernier détour avant de finir cette vidéo en passant par les réseaux sociaux, puisque j'ai vu un certain nombre de vidéos qui sexualisaient les criminels, et notamment Jeffrey Dahmer récemment, puisqu'il y a eu une série à son sujet. Et donc sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de petites vidéos qui le mettaient en scène pour vraiment mettre en avant son charisme, son sexe symbole. Et je pense que c'est assez... ça pose problème puisque il y a toutes les répercussions derrière, c'est-à-dire des individus qui ont encore tous ces crimes en tête de manière assez fraîche, puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose qui s'est passé il y a des centaines d'années. Il y a encore des victimes indirectes de tous ces méfaits. Et donc je pense que c'est assez délicat de faire ce genre de vidéo aujourd'hui et en plus de normaliser le fait d'être attiré envers les criminels. Heureusement j'ai vu une vague un peu à contresens, une vague qui mettait en avant les victimes dans ces vidéos. Et donc je mettrai des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre ce à quoi je veux en venir. Hey, where you going? Why, coming? Where? Back to my place. We're gonna party. Party hardy. She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. Donc en conclusion, je pense que les ressorts qui nous poussent à être attirés par les criminels ont toujours existé, mais qui sont peut-être plus mis en avant ces derniers temps avec tous les réseaux sociaux, avec les films, etc., qui mettent en avant l'ambivalence de ces criminels. Je ne sais pas si cela aura des répercussions réellement négatives. Je pense qu'il y a pour l'instant assez peu d'études sur le sujet et assez peu de publications en tout cas qui peuvent nous éclairer à ce sujet pour l'instant, donc chacun peut se faire son petit avis et sa propre réflexion, mais j'espère qu'il y aura à l'avenir plus de recherches sur ce sujet qui est quand même très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.